En mars 2023, les banques centrales mondiales ont réalisé quelque chose de sans précédent qui est passé presque inaperçu. En seulement 72 heures, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, la Banque nationale suisse et la Banque du Canada ont publié une déclaration coordonnée qui n'a reçu pratiquement aucune couverture médiatique. Cette discrétion est en soi révélatrice. Quand les gardiens du système financier mondial agissent ensemble dans l'ombre, c'est rarement bon signe pour le citoyen ordinaire. Ils ont annoncé l'établissement de lignes de swap permanentes, des canaux permettant d'échanger des devises entre eux à tout moment, sans limite et sans préavis. Réfléchissez un instant à ce que cela signifie. Les institutions financières les plus puissantes du monde viennent de créer un système de financement d'urgence illimité qu'elles qualifient pudiquement de précautionnaire. Cette rhétorique rappelle celle utilisée par la Banque de France avant chaque crise majeure de notre histoire économique moderne. Quand était-ce la dernière fois que les banques centrales ont décrit quelque chose comme précautionnaire sans jamais l'utiliser ensuite ? Jamais, car elles se préparent à quelque chose d'assez important pour nécessiter la coordination de toutes les grandes banques centrales. Il s'agit d'un événement qu'elles voient clairement venir mais qu'elles refusent de reconnaître publiquement, suivant en cela une tradition bien française de communication opaque des élites financières. Les preuves de ce à quoi elles se préparent se cachent en pleine vue, comme souvent dans l'histoire des crises financières européennes. Permettez-moi de vous montrer ce que les banques centrales font quand elles pensent que personne ne regarde. Un comportement qui évoque les manœuvres discrètes de la Banque de France durant les années précédant la crise de l'euro. Cette approche opaque n'est pas nouvelle. Elle fait partie intégrante de la culture des banques centrales depuis leur création. Premièrement, observons cette frénésie d'achat d'or qui défie toute logique apparente. En 2022 et 2023, les banques centrales mondiales ont acheté 2262 tonnes d'or, soit le niveau le plus élevé d'achat d'or depuis 55 ans. Ce phénomène est d'autant plus troublant qu'il intervient dans un contexte où la France et d'autres pays européens prétendaient que leurs monnaies étaient stables. Mais voici ce qui est particulièrement étrange. Elles ont acheté cet or tout en affirmant simultanément que l'inflation était transitoire et que leur devise était solide. Pourquoi acheter de l'or si votre monnaie va bien ? Cette contradiction rappelle les derniers jours du système de Bretton Woods, quand les autorités françaises sous De Gaulle avaient déjà exprimé leur méfiance envers le dollar en exigeant la conversion de leurs réserves en or physique. La Banque populaire de Chine a déclaré avoir ajouté 225 tonnes à ses réserves, un mouvement stratégique majeur dans le contexte géopolitique actuel. La Banque centrale polonaise a augmenté ses avoirs de 130 tonnes, reflétant les inquiétudes croissantes de l'Europe de l'Est face à l'instabilité monétaire. Singapour, l'Inde et la Turquie accumulent tous de l'or physique à un rythme record, une tendance qui rappelle les comportements précédant la Grande Dépression des années 1930 en Europe. Deuxièmement, examinons cette infrastructure que personne n'a demandée, mais qui apparaît mystérieusement. En juillet 2023, la Banque des règlements internationaux, la Banque centrale des banques centrales basée à Bâle, a lancé quelque chose appelé le Finet de Finex. Leur description officielle parle d'une vision pour le futur système financier, une formulation vague qui cache probablement des intentions bien plus concrètes et inquiétantes pour l'épargnant moyen. Enfouie dans les documents techniques se trouve cette phrase révélatrice, capable de fonctionner pendant des périodes d'instabilité financière ou de perturbation des infrastructures. Traduction claire, ils construisent un système financier de secours, une sorte de plan B monétaire. Pourquoi auriez-vous besoin d'un système de secours à moins de vous attendre à ce que le système actuel échoue? Cette logique est implacable et devrait alerter tous ceux qui ont des économies en euros ou en dollars. Troisièmement, analysons ces répétitions qui ressemblent étrangement aux exercices militaires secrets. Chaque année depuis 2020, la Réserve fédérale américaine, en collaboration avec le Trésor et la FDIC, mène ce qu'elle appelle des exercices de planification de résolution. Il s'agit de simulations détaillées de faillites bancaires majeures, mais pas seulement d'une ou deux banques. Ils pratiquent des réponses coordonnées à des défaillances simultanées dans tout le système bancaire, un scénario cauchemardesque qui rappelle les heures les plus sombres de la crise des subprimes. L'exercice de 2023 comprenait ce scénario glaçant,
plusieurs institutions d'importance systémique subissent un stress sévère suite à une perte soudaine de confiance du marché. Ils ne planifient pas pour une crise hypothétique, ils répètent pour une crise qu'ils considèrent comme inévitable. Cette approche méthodique de la préparation à l'effondrement devrait nous rappeler que les élites financières savent toujours plus qu'elles ne disent publiquement. Si tout cela vous semble familier, c'est normal, car nous avons déjà vu exactement ce schéma auparavant dans l'histoire économique française et mondiale. En 1927, les banques centrales d'Amérique, de Grande-Bretagne, de France et d'Allemagne ont tenu une réunion secrète à la Banque de la Réserve fédérale de New York, une rencontre qui allait sceller le destin de millions d'Européens. Aucun procès-verbal n'a été publié et aucune couverture de presse n'a été autorisée, illustrant parfaitement l'opacité chronique des institutions financières internationales. D'après les documents qui ont fuité des années plus tard, ils ont coordonné une politique commune pour baisser les taux d'intérêt simultanément malgré les bulles de crédit croissantes dans leurs économies respectives. Pourquoi ont-ils pris cette décision catastrophique ? Ils tentaient de soutenir la livre sterling britannique, qui était en difficulté après le retour de la Grande-Bretagne à l'étalon nord, une politique économique désastreuse, motivée par la fierté impériale, plutôt que par la raison économique. Le résultat de cet assouplissement coordonné fut catastrophique. Il a suralimenté le boom de crédit qui a conduit directement au krach de 1929 et à la Grande Dépression qui a ravagé l'Europe pendant une décennie. Ce qui est significatif n'est pas seulement qu'ils ont pris la mauvaise décision, mais qu'ils l'ont prise ensemble, en secret, tout en affirmant au public que tout allait bien. Cette trahison de la confiance publique trouve un écho troublant dans les pratiques actuelles des banques centrales européennes et américaines. Avançons rapidement jusqu'en mars 1968, une année charnière pour le système monétaire international et particulièrement pour la France gaulliste. Pendant des mois, les banques centrales s'étaient réunies secrètement à Bâle en Suisse, le siège de la BRI, cette institution mystérieuse qui échappe à tout contrôle démocratique. Le sujet de leur discussion clandestine, défendre l'étalon nord alors que le système de Bretton Woods s'effondrait sous le poids des dépenses militaires américaines au Vietnam. Alors que les dollars affluaient en Europe, alimentant l'inflation et la colère des autorités françaises, ils ont créé ce qu'on appelle le pool de l'or, un mécanisme d'intervention coordonnée. Par ce système, les banques centrales vendaient de l'or ensemble pour supprimer le prix et maintenir la fiction que 35 $ pouvaient encore acheter une once d'or. Pendant des années, ils ont dit au public que le système était stable, une affirmation que Charles de Gaulle lui-même avait publiquement contestée en exigeant la conversion des dollars en or. Entre-temps, dans les coulisses, ces mêmes institutions perdaient leurs réserves d'or en essayant désespérément de maintenir une illusion devenue insoutenable. Le pool de l'or s'est effondré en mars 1968 après avoir échoué à contenir la demande croissante d'or physique de la part des pays méfiants envers le dollar. 3 ans plus tard, en août 1971, Richard Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en or, un choc sismique qui a complètement reconfiguré le système monétaire mondial et dont nous vivons encore les conséquences aujourd'hui. Le schéma répétitif est remarquable et devrait nous alerter. Réunion secrète de coordination entre banques centrales, construction discrète d'infrastructures d'urgence, puis crise inattendue suivie d'interventions massives. Dans chaque cas historique, ils ont dit au public que le système était solide jusqu'au jour précis où il s'est effondré. Cette duplicité systématique n'est pas un bug du système financier international. C'est une caractéristique intentionnelle conçue pour préserver le pouvoir des élites au détriment de l'épargnant ordinaire. Maintenant, examinons ce qu'ils construisent actuellement et pourquoi cela devrait nous alarmer profondément. Les lignes de swap que j'ai mentionnées ne sont pas nouvelles en soi, mais leur caractère permanent l'est. Auparavant, ces accords étaient temporaires et activés uniquement pendant les crises aiguës, comme en 2008 ou pendant la crise de la dette européenne de 2011. Le fait de les rendre permanents suggère qu'ils s'attendent à une crise prolongée ou récurrente, peut être même à un état de crise permanent dans le système financier mondial. Considérez ce que cela signifie réellement d'un point de vue pratique et politique. Si la Banque centrale européenne a besoin de dollars en urgence, peut être parce que des banques européennes sont exposées à des actifs en dollars qui s'effondrent,
Elle peut désormais les obtenir instantanément de la Fed sans limite de montant. Cette assurance mutuelle entre banques centrales crée un filet de sécurité pour les institutions financières, mais certainement pas pour les citoyens ordinaires qui verront leurs épargnes dévaluées par ces opérations de sauvetage monétaire. Mais voici le problème fondamental que cette infrastructure révèle. Si vous devez créer un accès illimité aux devises étrangères, c'est que vous vous attendez à une crise de confiance dans votre propre monnaie. La Banque de France, maintenant partie intégrante de l'eurosystème, participe à ce mécanisme qui reconnaît implicitement la fragilité structurelle de l'euro. Les lignes de swap permanentes sont essentiellement une admission que le système monétaire actuel ne peut survivre sans perfusion constante de liquidités entre banques centrales, une situation qui évoque un patient en soins intensifs plutôt qu'une économie saine. Ensuite, il y a la question des monnaies numériques de banque centrale que la France et l'Union européenne développent activement. La BCE teste son euro numérique tandis que d'autres banques centrales font de même avec leurs devises respectives. À première vue, cela peut sembler être simplement une modernisation technologique, une adaptation à l'ère numérique. Mais creusez plus profondément dans les documents techniques et vous découvrirez des capacités inquiétantes pour le respect de la vie privée et de la liberté financière. Ces monnaies numériques de banque centrale offriront aux autorités un contrôle sans précédent sur chaque transaction économique, une perspective qui devrait glacer le sang de tout citoyen attaché aux libertés fondamentales. Contrairement aux espèces qui garantissent l'anonymat et l'autonomie, l'argent numérique de banque centrale peut être programmable, traçable et potentiellement confiscable à distance. Imaginez un système où votre gouvernement peut geler instantanément vos avoirs, limiter vos dépenses à certaines catégories, ou même imposer des dates d'expiration à votre argent pour vous forcer à le dépenser plutôt qu'à épargner. Les documents officiels parlent pudiquement de politique monétaire améliorée et de stabilité financière, des euphémismes bureaucratiques qui masquent une transformation radicale de la nature même de l'argent. En réalité, ces systèmes permettront aux banques centrales de mettre en œuvre des taux d'intérêt négatifs directement sur vos comptes, vous punissant essentiellement pour avoir épargné. Dans un monde d'argent numérique de banque centrale, la vieille tradition française de garder quelques billets sous le matelas pour les urgences deviendra impossible, vous rendant totalement dépendant d'un système que vous ne contrôlez pas. Maintenant, parlons d'un sujet que les médias français évitent soigneusement, l'état réel du système bancaire européen et américain. Les banques régionales américaines détiennent actuellement plus de 650 milliards de dollars de pertes non réalisées sur leurs portefeuilles obligataires, une situation similaire à celle qui a précédé la faillite de Silicon Valley Bank en mars 2023. En Europe, particulièrement en France, les banques sont massivement exposées aux obligations d'État italiennes, espagnoles et françaises dont les rendements ont fortement augmenté en 2022 à 2023. Mais les régulateurs ont autorisé les banques à ne pas comptabiliser ces pertes dans leur bilan grâce à une astuce comptable appelée détention jusqu'à l'échéance, un artifice qui rappelle les manipulations comptables qui ont précédé la crise des subprimes. Tant que les banques prétendent qu'elles conserveront ces obligations jusqu'à leur échéance, elles n'ont pas à reconnaître que leur valeur actuelle de marché est bien inférieure à leur coût d'achat. C'est comme si vous pouviez ignorer que votre maison a perdu 40% de sa valeur simplement en promettant de ne jamais la vendre, une logique absurde qui ne trompe que ceux qui veulent être trompés. Le problème fondamental est que cette fiction comptable s'effondre au moment même où les déposants commencent à retirer leur argent et que la banque doit vendre ses obligations à perte. C'est exactement ce qui s'est passé avec Silicon Valley Bank, Credit Suisse et plusieurs banques régionales américaines en 2023. Les régulateurs le savent parfaitement, ce qui explique pourquoi ils construisent discrètement des mécanismes de liquidité d'urgence comme le Bank Term Funding Programme de la Fed, qui permet aux banques d'emprunter en utilisant ces obligations surévaluées comme currency. Ensuite, il y a le secteur de l'immobilier commercial qui est une bombe à retardement particulièrement explosive en France et dans les grandes villes européennes. Les valeurs de l'immobilier de bureau ont chuté de 30 à 40% depuis 2020 et en raison du travail à distance généralisé post-Covid.
Les immeubles de bureaux dans le quartier de la Défense à Paris ou dans les centres d'affaires de Francfort et Milan voient leur taux d'occupation chuter dramatiquement. Pourtant, les banques n'ont pas encore réévalué massivement ces prêts commerciaux dans leurs livres, créant une discordance dangereuse entre la réalité économique et les bilans bancaires. Les régulateurs français et européens ont accordé aux banques ce qu'on appelle des forbearances, des indulgences réglementaires leur permettant de retarder la reconnaissance de ces pertes. Cette approche d'étendre et de prétendre, extend and pretend, ne résout rien. Elle ne fait que repousser l'inévitable jour de vérité, tout en permettant au problème de s'aggraver. Quand ces prêts commerciaux commenceront massivement à faire défaut, ce qui est inévitable à mesure que les refinancements arrivent à échéance à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, les banques régionales françaises et européennes seront les premières à tomber. Et puis il y a la question du marché des obligations d'État, le cœur même du système financier mondial et européen. Le marché des bons du Trésor américain, traditionnellement le marché le plus liquide et le plus sûr au monde, a connu des dysfonctionnements inquiétants en 2023 et 2024. Les écarts entre les prix d'achat et de vente se sont élargis, la profondeur du marché s'est détériorée, et il y a eu plusieurs flash crash où les prix ont chuté brutalement sans raison apparente avant de se redresser. La Fed a réagi en créant le Standing Repo Facility, un mécanisme permanent permettant aux institutions financières d'échanger leurs obligations du Trésor contre de l'argent liquide à tout moment. Pourquoi aurait-il besoin de cela si le marché des bons du Trésor fonctionne normalement et reste le plus sûr du monde comme on nous le répète? La réponse évidente est qu'ils s'attendent à ce que ce marché, qui sous-tend l'ensemble du système financier mondial, connaisse des périodes de stress aigu où personne ne voudra acheter des obligations américaines aux prix actuels. En Europe, la situation est encore plus précaire car l'union monétaire n'est pas accompagnée d'une union fiscale complète. La BCE détient actuellement environ 5 000 milliards d'euros d'obligations d'État européennes achetées dans le cadre de ses programmes d'assouplissement quantitatif. Mais à mesure qu'elle commence à réduire ce bilan, qui achètera ces obligations italiennes, espagnoles ou même françaises avec des rendements qui reflètent leur véritable risque de crédit? Cette question fondamentale n'a pas de réponse satisfaisante, ce qui explique pourquoi la BCE a créé le Transmission Protection Instrument, un mécanisme d'urgence pour acheter des obligations d'États membres spécifiques si leur rendement augmente trop. Observons maintenant un aspect que même les analystes financiers avertis négligent souvent, la géopolitique de tout cela et ses implications pour l'euro et le dollar. Les États-Unis ont une dette nationale de 34 000 milliards de dollars qui augmente de plus de 2 000 milliards par an, un niveau d'endettement qui serait considéré comme catastrophique pour n'importe quel autre pays. La France elle-même a franchi le seuil symbolique des 3 000 milliards d'euros de dette publique, représentant environ 112% de son PIB, bien au-delà des critères de Maastricht, qui semblent désormais appartenir à une époque révolue. La seule raison pour laquelle les États-Unis peuvent maintenir ces niveaux de dette sans crise immédiate est le statut du dollar comme monnaie de réserve mondiale, un privilège exorbitant selon l'expression célèbre de Valéry Giscard d'Estaing. Tant que les pays étrangers et les banques centrales doivent détenir des dollars pour le commerce international et comme réserve, les États-Unis peuvent simplement imprimer plus de dollars pour financer leur déficit sans conséquence immédiate. Mais ce privilège n'est pas éternel et les fondations sur lesquelles il repose s'effritent rapidement sous nos yeux. Regardez ce qui se passe dans le commerce international et qui devrait alerter tout observateur lucide du système monétaire mondial. La part du dollar dans les réserves de change mondiales est tombée à environ 58%, contre plus de 70% dans les années 2000, un déclin structurel qui s'accélère. Parallèlement, la part du yuan chinois dans les réserves mondiales a atteint environ 3%, contre 0% en 2010, une progression modeste en apparence, mais géopolitiquement significative. Les nations BRICS développent des systèmes de paiement alternatifs qui contournent délibérément le système SWIFT dominé par l'Occident, une infrastructure financière parallèle qui représente une menace existentielle pour l'hégémonie du dollar. L'Arabie saoudite accepte désormais le yuan pour les ventes de pétrole, brisant ainsi le monopole du pétrodollar qui avait été un pilier de la domination monétaire américaine depuis les accords de 1974.
La Banque des règlements internationaux a publié un rapport en décembre 2023 intitulé « Le futur système monétaire », un document révélateur qui mérite une lecture attentive. Enfouie à la page 47 se trouve cette déclaration capitale. Les banques centrales devraient se préparer à des scénarios où plusieurs monnaies de réserve opèrent simultanément, une formulation diplomatique qui admet essentiellement que l'ère du dollar roi touche à sa fin. Traduction sans détour. Ils savent que la domination du dollar se termine et ils se préparent activement à l'après. Quand cela se produira, les États-Unis perdront leur capacité unique d'imprimer de l'argent et de faire accepter cette inflation par d'autres pays qui détiennent leur dollar. Cette dette colossale de 34 000 milliards de dollars deviendra une crise immédiate et dévastatrice parce que le gouvernement américain ne pourra plus simplement exporter son inflation vers le reste du monde comme il le fait. Depuis des décennies, l'infrastructure qu'ils construisent actuellement, les lignes de swap permanentes, les monnaies numériques de banque centrale, les facilités de prêt d'urgence, est entièrement conçue pour maintenir le contrôle pendant la transition d'un système monétaire unipolaire, dominé par le dollar, vers un système multipolaire. Cette transition sera chaotique et douloureuse, particulièrement pour les pays européens coincés entre la domination déclinante du dollar et l'ascension du yuan chinois. La France et l'Allemagne tentent de positionner l'euro comme une alternative viable, mais la fragmentation politique de l'Union européenne et ses faiblesses structurelles rendent cet objectif probablement illusoire. Alors pourquoi les banques centrales ne nous expliquent-elles pas clairement ce à quoi elles se préparent et pourquoi cette opacité devrait nous inquiéter profondément? La réponse est aussi simple que troublante. Parce qu'au moment où elles reconnaîtront publiquement ces risques existentiels, elles déclencheront la crise même qu'elles essaient désespérément de prévenir ou du moins de gérer. Si la Fed déclare publiquement « Nous sommes préoccupés par un dysfonctionnement du marché des bons du Trésor », les investisseurs vendront immédiatement des obligations américaines, ce qui causera précisément le dysfonctionnement qu'elle craint. Si elles admettent les prêts immobiliers commerciaux sont compromis et représentent un danger systémique, les déposants retireront leur argent des banques régionales par peur, provoquant exactement les faillites bancaires en cascade qu'elles redoutent. Si elles confessent, nous nous préparons à la fin de la domination du dollar comme monnaie de réserve mondiale, les banques centrales étrangères vendront massivement leurs bons du Trésor américain immédiatement, faisant s'effondrer le dollar du jour au lendemain et déclenchant une crise de confiance mondiale dans le système monétaire. Elles sont piégées par leur propre crédibilité, victimes d'un système qui ne peut fonctionner que tant que tout le monde fait, semblant de croire qu'il est solide. Le système financier actuel ne fonctionne que tant que tout le monde croit qu'il est stable, un peu comme la valeur d'une monnaie fiduciaire ne repose que sur la confiance collective. Au moment où les autorités admettront que ce n'est pas le cas, que des fissures profondes minent les fondations du système, le jeu de confiance s'arrêtera brutalement et la panique s'installera. C'est pourquoi chaque crise financière majeure suit exactement le même schéma prévisible qui devrait nous servir de guide. Phase 1. Tout va parfaitement bien. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter tout en construisant frénétiquement une infrastructure d'urgence en coulisses. Phase 2. C'est un incident isolé et totalement contenu. Nous avons la situation sous contrôle pendant qu'il coordonne secrètement une réponse internationale massive. Phase 3. Personne n'aurait pu prévoir cela. C'était un choc totalement imprévisible tout en activant l'infrastructure d'urgence qu'ils ont passé des années à construire spécifiquement pour ce scénario. Nous sommes actuellement en phase 1, cette période trompeuse de calme apparent où les signaux d'alarme ne sont visibles que pour ceux qui savent où regarder et qui comprennent le langage codé des banques centrales. Quand cette situation se dénouera inévitablement, il y aura des gagnants clairs et des perdants clairs, et la ligne de démarcation entre les deux se dessine déjà. Les épargnants en dollars, euros, livres sterling, yens, toute personne détenant des liquidités ou des obligations libellées dans des devises que les banques centrales devront dévaluer pour gérer la crise de la dette, vous perdrez. Votre pouvoir d'achat sera systématiquement érodé par une inflation que les autorités qualifieront de transitoire ou de nécessaire pour préserver la stabilité du système.
Les fonds de pension français et les retraités comptant sur des revenus fixes verront leur pouvoir d'achat détruit par l'inflation qu'ils appelleront nécessaire pour la reprise économique. La classe moyenne salariée française, dont les salaires sont toujours en retard sur l'inflation réelle, se sentira s'appauvrir progressivement sans comprendre exactement pourquoi, victime d'un système conçu pour transférer discrètement la richesse des épargnants vers les débiteurs et l'État. Les petites banques régionales françaises et leurs déposants seront sacrifiés pour préserver le système dans son ensemble, exactement comme en 2008 où les contribuables ont payé pour sauver les grandes banques. Comme en 2008 et lors de chaque crise bancaire depuis des siècles, les grandes banques commerciales qui peuvent emprunter des montants illimités auprès des banques centrales seront renflouées encore une fois. Les responsables diront que ces banques sont trop grandes pour faire faillite et que leur sauvetage est nécessaire pour éviter un effondrement systémique, socialisant ainsi les pertes tout en privatisant les profits. Mais il y a aussi des gagnants dans ce scénario de crise qui se prépare et vous pouvez choisir d'en faire partie si vous agissez maintenant. Ceux qui détiennent des actifs réels, immobilier bien situé, matières premières, entreprises productives, des choses qui conservent leur valeur quand les monnaies s'effondrent, ils gagneront. Les personnes positionnées dans l'or et d'autres métaux monétaires avant que les banques centrales n'admettent le problème publiquement gagneront, car le prix de l'or explosera au moment de cette admission. Les ultra-riches qui ont accès à des actifs diversifiés internationalement et à des conseils professionnels pour naviguer la dévaluation monétaire gagneront, comme ils gagnent toujours lors de chaque crise financière. Mais voici ce qui compte vraiment et qui devrait vous donner de l'espoir. Vous n'avez pas besoin d'être ultra-riche pour être du côté gagnant de cette transformation monétaire à venir. Vous devez simplement comprendre ce qui arrive avant que tout le monde ne le réalise et agir en conséquence dès maintenant. Les banques centrales se préparent à quelque chose qu'elles ne peuvent pas expliquer publiquement parce qu'elles ne peuvent pas l'expliquer sans le provoquer immédiatement. Mais vous n'avez pas besoin qu'elles vous l'expliquent explicitement car vous pouvez le voir clairement dans leurs actions concrètes. Elles construisent des facilités de prêt d'urgence permanentes qui n'auraient aucun sens dans un système stable. Elles achètent de l'or à un rythme record tout en affirmant que leurs monnaies sont solides, une contradiction flagrante. Elles créent des systèmes de paiement de secours comme si elles s'attendaient à ce que les systèmes actuels s'effondrent. Elles répètent des scénarios de crise bancaire systémique avec une régularité qui suggère qu'elles ne considèrent pas ces événements comme de simples possibilités théoriques, mais comme des probabilités concrètes. Elles coordonnent leurs actions à travers les frontières d'une manière qu'elles n'ont pas fait depuis 2008, la dernière grande crise financière mondiale. Tout cela pendant qu'elles répètent inlassablement au public que tout va parfaitement bien et qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. La question fondamentale n'est donc pas de savoir si une crise arrive, les preuves sont accablantes qu'elle arrive. La vraie question est de savoir si vous serez positionné du côté gagnant ou du côté perdant quand elle éclatera enfin au grand jour. L'histoire nous montre une vérité absolue et implacable que nous devons graver dans nos esprits. Quand les banques centrales se coordonnent en secret tout en construisant une infrastructure d'urgence massive, ce qui suit n'est jamais bon pour la personne moyenne qui fait confiance aux récits officiels rassurants. Ne soyez pas cette personne naïve qui croit aveuglément ce que les autorités monétaires disent plutôt que ce qu'elles font réellement. Le moment de se préparer n'est pas quand elles admettront finalement ce pourquoi elles se préparent depuis des années, il sera alors bien trop tard pour agir efficacement. Le moment de se préparer est maintenant, pendant qu'elles disent encore que tout va bien et que les marchés sont calmes. Parce que l'histoire nous enseigne que le moment où elles arrêteront de dire que tout va bien sera exactement le moment où il sera trop tard pour se protéger et préserver votre patrimoine.